L'art de la distillation de l'alcool à la vapeur nous est arrivé d'Arabie il y a environ 1000 ans. D'abord pratiqué par les moines, il s'est peu à peu laïcisé et aujourd'hui on distille des boissons spiritueuses un peu partout en Europe. Eau de vie de fruits, vodka, whisky ou absinthe, ce sont les paysages, les cultures, l'histoire et l'art de vivre des différentes régions d'Europe qui se reflètent dans ces spiritueux. Huygen a du nez et du goût. C'est même là son capital. Il est négociant en whisky haut de gamme à Berlin et organise des dégustations professionnelles. Une fois par an, il se rend en Écosse. Huygen a rendez-vous avec Ian sur l'île d'Ayla, dans l'archipel des Hébrides. Ian travaille dans la production de whisky depuis 40 ans. C'est l'un des plus grands maîtres écossais de l'art de la distillation en alambic de cuivre. Ce sont les plus grands alambics de l'île d'Ayla et parmi les plus grands d'Écosse. Dans les distilleries d'Ayla, chaque alambic est unique. Le whisky qu'on y distille est donc lui aussi unique. Et c'est le cas partout en Écosse. Chaque distillerie écossaise produit un alcool différent. Le distillat ne se transforme véritablement en whisky que dans les chais de vieillissement. Le goût varie en fonction du bois dont est fait le fût, mais aussi de ce que celui-ci a contenu par le passé. Ian fait déguster à son invité un whisky mis à vieillir dans un fût en chêne qui avait auparavant contenu du xérès. Si j'agite un peu le verre, tu vas voir apparaître les huiles. On appelle ça des jambes. Ces jambes vont couler très lentement le long de la paroi. C'est un signe de grand âge. Ce whisky a 24 ans. Pour moi, le whisky, bien que ce soit un spiritueux, s'apparente davantage au vin. Le vin a une multitude de facettes. Ce n'est pas le cas du cognac, ni du rhum, et certainement pas du brandy. C'est vraiment une caractéristique du whisky. Jusqu'à 2% du whisky s'évapore dans les chais chaque année. On appelle ça la part de l'ange. C'est elle qui inspire Hayley, la harpiste. Il est important pour moi d'être là où ça se passe quand je compose mes morceaux, de me laisser envelopper par l'atmosphère de ces chais, par leur odeur, cette odeur si intense, et par le silence, l'obscurité et la sensation de calme qui règne ici. C'est pour cela que je viens m'asseoir au milieu des tonneaux, pour chercher l'inspiration.
Le nouveau morceau d'Hailey est un hommage au lever de soleil sur l'île. Islay est vraiment l'île du whisky. On a 8 distilleries sur un territoire de 40 km sur 35. C'est assez incroyable. Hailey a autant d'admiration pour ceux qui composent avec les arômes que pour les musiciens qui, comme elle, composent avec des sons. Le whisky réunit toute une palette d'arômes et de couleurs. C'est la même chose pour la musique. On crée des couleurs, des textures, des sensations à travers les mélodies. Il y a une grande analogie sensorielle entre l'ouïe et le goût, les sons et les arômes. Ils sont constitués des mêmes éléments. L'île d'Ayla est recouverte de tourbières sur un quart de sa superficie. Les insulaires se servent depuis toujours de la tourbe comme moyen de chauffage. C'est ainsi que dans les Hébrides, de même que dans les Highlands et la vallée de la Spey, le whisky est riche en notes tourbées. La provenance de la tourbe est un critère essentiel. Sa composition varie fortement d'un endroit à l'autre. Dans la vallée de la Spey, elle est faite de débris végétaux appartenant à la flore terrestre, tandis qu'à Ayla, elle est faite de varech et de zoster. Cela donne des goûts très distincts aux différents whiskies. Et voici comment la tourbe influe sur le goût du whisky. Pour obtenir du malt, on étend l'orge sur des sols humides et on le retourne régulièrement pour qu'il germe de manière uniforme. Lors de la germination, l'amidon contenu dans les grains se transforme en maltose, autrement dit en sucre. Un étage plus bas, on fait brûler de la tourbe dans un four de séchage. La fumée monte, se répand dans le germoir et sèche le malt d'orge en lui conférant une note fumée. Sur l'île d'Ayla, les transports publics sont rares. Eugen fait donc de l'autostop. My name is Eugen. Please meet Eugen. Nice to meet you. My name is Ian. Ian fait le tour de l'île 3 fois par semaine avec sa bibliothèque ambulante, en s'arrêtant même dans les villages les plus reculés. Il rend ainsi régulièrement visite aux 3000 habitants d'Ayla et prête des livres à quiconque se montre intéressé. J'utilise encore un tampon pour inscrire la date de retour des livres. Ce n'est pas encore informatisé. Cette bibliothèque mobile est une véritable institution sur l'île, où Ian est connu comme le loup blanc. Aussi, quand il transporte un inconnu, on le remarque. Mon nouvel assistant. Dans le bibliobus d'Ian, on trouve des livres pour enfants et toutes sortes d'ouvrages de littérature générale et spécialisée, notamment des livres d'histoire. Ce livre est passionnant. Il parle des anciennes routes du whisky en Écosse, des distilleries illégales, des cachettes où l'on dissimulait le whisky. Il raconte comment tout cela s'est mis en place, comment les contrebandiers ont suivi les itinéraires des éleveurs de moutons,
à une époque où il n'y avait encore ni route ni chemin. Au cœur de la baie de Lagavulin, dans le sud de l'île, on distille du whisky depuis 1742. Il y a 3 ans, Georgie a repris la direction de la distillerie. Derrière moi, vous pouvez voir Dunevec Castle, la forteresse des lords de l'île. Ces lords ne régnaient pas seulement sur les îles écossaises et la côte ouest de l'Écosse, mais aussi sur la côte est de l'Irlande. C'est grâce à eux que l'aquavit est arrivé en Écosse. Ils s'en servaient comme d'un remède. Sans cela, nous n'aurions pas connu cette grande épopée du whisky sur l'île d'Ayla. Dans ce moulin à grains vieux de plus de 50 ans, les grains d'orge maltais fumés à la tourbe sont broyés de façon à séparer leurs différents composants et à obtenir notamment une mouture grossière appelée grist. Débarrassée d'un côté des enveloppes, de l'autre de la farine, cette mouture contient la juste concentration d'amidon à transformer en alcool. Si la mouture n'est pas bonne, si on n'a pas le bon ratio farine-son-grist, on ne pourra pas extraire totalement les sucres du malt plus tard, dans la cuve de brassage. Ça, c'est la Shugle Box, la boîte à secouer. Elle comporte des tamis pour séparer les 3 composants de la mouture. Au fond, on a la farine qui doit compter pour environ 10%. Au milieu, on a le grist qui contient l'amidon que nous allons convertir en sucre. Ça doit faire 70% du total. Au-dessus, il y a le son qui représente 20% du tout. L'élément clé, bien sûr, c'est l'odeur de tourbe qui flotte dans l'air et va nous accompagner du malt jusqu'au produit fini. Cette méthode est employée depuis près de 200 ans dans notre distillerie. Elle permet une analyse très rapide du grist. Une fois les composants du malt moulu analysés, on passe à la phase de transformation. Nous avons ici une cuve de brassage dans laquelle le grist est mélangé à 3 eaux successives à des températures croissantes. On obtient un liquide sucré, le mou, qui s'écoule dans le double fond de la cuve. Ce mou va servir à fabriquer une bière de malt qui peut ensuite être distillée. Dans les cuves de fermentation, le mou est mélangé à de la levure dont l'action sur le sucre va produire de l'alcool. Une quarantaine d'heures plus tard, le mou fermenté a été transformé en wash, sorte de bière titrant environ 8 degrés. À ce stade, ça ressemble à de la bière. Une bière chaude. Et dépourvue d'amertume. Le cœur de toute distillerie, la salle des alambics. Le whisky écossais est distillé 2 fois. L'opération est contrôlée par ordinateur, mais c'est un travail de précision qui nécessite la supervision d'un distillateur expérimenté. La responsabilité ultime incombe toutefois à Georgie. Tous les jours, sans exception, les visiteurs s'étonnent que la distillerie soit dirigée par une femme. Les farmans se lient sur leur visage. Et je reçois tout le temps des courriers adressés à Monsieur George Crawford. Au moins une fois par semaine. Quelque part, j'en tire une certaine fierté. Et quand je vois leur mine ahurie, ça me fait sourire. Eugen a rendez-vous avec Hailey, la harpiste. Elle l'a invité à l'accompagner dans sa ville natale.
Édimbourg, la capitale de l'Écosse, est connue pour sa vieille ville médiévale. Cette rue s'appelle Upper Bow. Avant, il y avait de grandes portes en haut et en bas de la ville. Et il fallait payer un droit de péage pour les franchir, dans un sens ou dans l'autre. Si bien que les pauvres, pour la plupart, passaient toute leur vie à l'intérieur de la cité. Au XVIIIe siècle, Édimbourg était l'une des villes les plus densément peuplées d'Europe. Les bâtiments du vieil Édimbourg sont hauts de plusieurs étages, entre autres pour des raisons de sécurité. La ville a été construite sur des hauteurs, de façon à avoir une vue très dégagée sur la campagne alentour, et pour pouvoir mieux se protéger en temps de guerre notamment. Mais c'est aussi une ville qui est ramassée sur elle-même. Il y a un lac d'un côté, des collines de l'autre. C'était donc plus facile de construire en hauteur qu'en largeur. Pour parer au manque d'espace, beaucoup de passages ont été aménagés à travers les bâtiments. Un réseau de ruelles relie comme des petites veines les grandes artères de la ville entre elles. Nulle part ailleurs en Écosse, il n'y a une telle concentration de pubs par rapport au nombre d'habitants. Le pub est une institution en Écosse. On y joue de la musique, on chante, on se dispute et on rit. Le livre qu'Huygen a emprunté dans le bibliobus d'Ian lui a donné une idée. Il souhaite organiser des excursions sur les anciennes routes du whisky. Pour cela, il rencontre Chris, le responsable des cartes historiques à la Bibliothèque nationale. Ce livre est un classique. Haldane, son auteur, a été le premier à notre connaissance à relever les itinéraires suivis par les bergers et leurs troupeaux au XVIIe et XVIIIe siècle. Les itinéraires qui ont également été ceux du whisky de contrebande. Le village de Dalwhinnie était un carrefour clé, car il était situé à la convergence de deux grandes vallées. On peut voir la vallée de la Spey qui monte ici, et jusque dans les hauts plateaux. Dalwhinnie était une plaque tournante importante du trafic de whisky. Le gouvernement a commencé à taxer le whisky en 1707. Dès lors, de nombreux paysans ont décidé de se rebeller et de vendre le whisky qu'ils distillaient en cachette en empruntant les chemins secrets. Les sentiers de la contrebande correspondaient souvent aux itinéraires jadis empruntés par les éleveurs de moutons pour aller vendre leurs bêtes sur les marchés aux bestiaux. Huygen veut en savoir plus sur ces mystérieuses routes du whisky. Fettes College, un pensionnat pour élites qui a ouvert ses portes en 1870. Les élèves de cette somptueuse école deviennent des citoyens britanniques très respectables. On y forme de futurs hommes politiques et chefs d'entreprise. Les lieux ont par ailleurs fortement inspiré l'école des sorciers de la saga Harry Potter. David, un ami d'Huygen, dirige l'orchestre et le chœur de ce vénérable internat. À chacun de ses voyages en Écosse, Huygen fait un détour pour lui rendre visite.
Cette fois, il a une idée derrière la tête. Il veut convaincre David de l'accompagner en excursion. Les deux amis prennent la route en direction du nord. Ils se rendent dans les Highlands, sur les sentiers des moutons et du whisky, et plus précisément au village de Dalwhinnie. David présente Eugen à Iwan, un puriste du whisky. Celui-ci dirige l'une des distilleries d'Écosse situées le plus en altitude. Ici, on a les condenseurs, avec les serpentins traditionnels. Très peu de distilleries ont encore des serpentins, et encore moins de ce type-là. La particularité de Dalwhinnie, c'est que l'eau qui descend de ces collines est glacée. 6 mois de l'année, c'est de la neige fondue qui arrive dans cette cuve. Cela permet de condenser les vapeurs d'alcool très vite. Dans les années 80, des soi-disant experts sont venus et ont décrété qu'on n'avait plus besoin de serpentins. Ils les ont remplacés par des condenseurs modernes. Et vous savez ce qui s'est passé? Le whisky n'a plus eu le même goût. Son arôme a changé. Alors après un certain temps, on s'est débarrassé de ces condenseurs modernes et on a remis les anciens. Le contact avec le cuivre des serpentins est crucial pour le goût. Scottish Blackface, ainsi s'appellent les moutons à tête noire qui pèsent sur les hauts plateaux d'Écosse. Une fois par an, les éleveurs les conduisent à Dalwhinnie pour la tonte. 3000 de ces moutons appartiennent à Campbell. Son grand-père élevait déjà des moutons et Campbell connaît les anciens sentiers des bergers. Il conduisait les troupeaux du nord de l'Écosse et des îles, là-bas, à l'ouest, jusque dans le sud du pays, en passant par Kilmartin, puis Falkirk et Crieff, dans les Lowlands, les Basses-Terres. Voilà longtemps qu'on n'emprunte plus les anciens sentiers des bergers pour faire de la contrebande de whisky, car aujourd'hui, on en vend dans le monde entier dans la plus grande légalité, grâce à des gens comme Iwan. Celui-ci a 16 ans. Ça fait 16 ans qu'il est dans ce fût. Sentez-le, il est divin. Je vous le fais goûter. On appelle ça un voleur. Il a quelque chose de très frais et de très parfumé. Oui, il a de légères notes vanillées très typiques. Il ne sent pas le fruit ni le caramel. Toute la légèreté du whisky est là. Entre-temps, la tonte des moutons a commencé. Comme autrefois, les éleveurs s'aident les uns les autres. On a toujours procédé comme ça. Tous ces gars sont des voisins qui habitent dans un rayon de 50 km, voire plus loin sur l'île de Skye par exemple, à 160 km. Et on va tous les aider. Il doit y avoir 5 ou 6 fermes différentes. Plus tard, d'autres encore viendront donner un coup de main. Si on ne met pas le mouton dans la bonne position, il donnera des coups de patte tout le temps. C'est important de bien le tenir. C'est de la laine de ces robustes moutons à face noire qu'est né le célèbre tweed écossais.
La plupart des distilleries d'Écosse sont situées dans les Central Lowlands, les basses terres centrales, une région très peu peuplée. David montre à Eugen l'un de ses spots favoris dans les Highlands. Félix Mendelssohn a composé sa symphonie numéro 3 en la mineur, dite écossaise, au retour d'un voyage dans les Highlands. Et c'est justement ici, sur les hauteurs des Highlands, que David, chef d'orchestre et de chœur, aime par-dessus tout écouter cette symphonie. Eugen aussi aime la musique classique. En revanche, il ne connaît pas grand-chose à la direction d'orchestre. La main droite donne le tempo, et l'autre, qui doit bouger de façon complètement indépendante, donne l'expression. Elle dit à l'orchestre ce qu'il a besoin de savoir. Eugen a loué une voiture et se rend à présent dans l'ouest de l'Écosse, où l'on produit un whisky royal. Royal Salute est une marque qui, chaque année et pour chaque anniversaire important de la reine, met en fût des cuvées spéciales. Certaines sont difficiles à trouver sur le marché international, car ce sont des productions très limitées. Le plus sûr est donc d'aller se procurer ces cuvées spéciales sur place. Le château d'Inverary est le fief des ducs d'Argyle, l'une des plus puissantes dynasties d'Écosse. Turkel Ian Campbell est le 13e duc d'Argyle. Dans sa jeunesse, il a servi la reine Élisabeth II en qualité de page. Aujourd'hui, le duc est père de 3 enfants. Eugen est curieux de savoir à quel moment il s'est lancé dans la production de whisky. En 1996, et à plein temps. Je vivais et travaillais à Hong Kong à l'époque. Puis je me suis marié, j'ai eu des enfants. Alors j'ai changé de rôle. Je suis devenu consultant, une sorte d'ambassadeur du Royal Salute. Le whisky a connu un énorme boom ces 10 ou 15 dernières années. Il y a une forte demande aujourd'hui pour les whiskies premium et les whiskies âgés. Or, les stocks sont évidemment limités. Certains des whiskies que je vends ou dont je fais la promotion aux 4 coins du monde ont 40, voire 45 ans d'âge. Ils ont été distillés à l'époque où je suis né. Ça situe un peu les choses. Le château d'Inverary est la demeure des ducs d'Argyle depuis le XVe siècle. Nous sommes ici dans la salle des armes. Autour de nous, vous voyez la plus grande collection d'armes privées d'Écosse. Nous avons au château plus de 1800 pièces. Des mousquets Brown Bess, des fusils à baïonnettes, des hallebardes, des épées, etc. Ma famille a toujours été royaliste. Nous avons toujours combattu pour la couronne britannique. C'est ce qui nous a valu tous ces titres et ces terres, et a fait de notre famille une force dominante en Écosse. Aujourd'hui encore, si je suis fier d'être britannique, je suis également fier de mon héritage écossais. Je fais partie de l'entourage de la reine lorsqu'elle séjourne en Écosse. J'ai travaillé au service de Sa Majesté pendant des années. Et quelque part, on peut dire que je lui rends encore hommage tous les jours par mon travail. Le duc fait déguster son whisky dans sa bibliothèque. Ça, c'est le Royal Salute 21 ans d'âge. C'est l'entrée de gamme chez nous. Nous sommes la seule marque qui commence à 21 ans. Toutes les autres ont des whiskies plus jeunes. Mais goûtons-le plutôt.
Il a un parfum fantastique et une robe magnifique, vous ne trouvez pas? Super. Merci. Humons-le d'abord. Il a un parfum de chêne imbibé de sherry. Nos blends réunissent des whiskies de différentes distilleries. On ne se fournit pas seulement chez Chivas Brothers, mais chez un grand nombre de producteurs. Donc quand vous buvez un verre de Royal Salute, c'est toute l'Écosse qui est dans votre verre. Une fois par an, je viens en Écosse pour éprouver ces sensations que seul le whisky peut vous procurer. J'ai hâte d'arriver à Skye. Les paysages y sont à couper le souffle. On les sent à la fois très proches et très lointains. Ils ont quelque chose d'onirique. Skye vient du vieux norrois et signifie l'île des nuages. Jadis, c'était aussi une île du whisky. Mais ces sols ne sont pas très fertiles. Les distillateurs devaient donc faire venir l'orge d'ailleurs, au prix fort. Des 7 distilleries d'antan, une seule a survécu à l'heure de la mondialisation. Kenny est le stillman, l'homme des alambics. Il surveille les soupapes et les horloges, même si aujourd'hui, les opérations sont coordonnées par ordinateur. Il y a une équipe du matin et une équipe de l'après-midi, mais le brassage se fait sur toute la journée. Alors un système informatique nous dit quand les alambics doivent être remplis. Cela dit, toutes les opérations restent manuelles. Rien n'est automatisé par bonheur. Il est toujours de la responsabilité du stillman de contrôler la qualité et la force du spiritueux. Kenny veille sur les alambics de 6h à 14h, puis va s'occuper de ses huîtres. Il les élève le long du bras de mer de Loch Harport, juste en face de la distillerie. Il doit attendre que la mer se retire pour pouvoir récolter les huîtres adultes. On les achète toutes petites. Elles doivent faire à peu près cette taille. On les met dans des sacs, en les espaçant bien pour qu'elles ne restent pas collées les unes aux autres. Et 2 ans plus tard, avec un peu de chance, elles font cette taille-là. C'est très bio comme méthode. Les huîtres puisent leur nourriture dans l'eau de mer qu'elles filtrent. On ne les nourrit pas. L'homme n'intervient à aucun moment. On ne fait que les mettre dans les sacs, bien les répartir, veiller sur elles et les classer par catégorie. On ne leur injecte rien du tout. Kenny vend ses huîtres fraîchement sorties de l'eau. Le chef étoilé Marcelo Tully est un de ses clients réguliers. Si vous regardez le bord des coquilles, vous pouvez voir de combien elles ont poussé cette année. Vous voyez le liseré blanc? Il est moins important sur celle-ci. À la fin de l'année, elles auront sûrement cette taille et seront bien charnues. On trouve vraiment les meilleurs fruits de mer du monde en Écosse. Pas seulement les huîtres d'ailleurs. Les crustacés sont fantastiques. Les langoustines ont une saveur incroyable. Et les homards. On est entouré d'eau ici. C'est pourquoi j'accorde une place de choix aux produits de la mer dans ma cuisine. Thank you. Lovely. Lovely. Avec juste un peu de poivre frais et une goutte de jus de citron, c'est exquis. Et un verre de champagne. Ou de whisky. C'est dans l'hôtel Kinloch Lodge que Marcelo a son restaurant.
Chico. Yeah. Just do Chico and a taste of main dessert. Yeah. Excellent. Okay, anything else? Should be up. Right, let's rock and roll. Brésilien de naissance, Marcelo insuffle à sa cuisine les influences les plus diverses. À la gastronomie écossaise, il ajoute des notes brésiliennes, mais aussi européennes, tout en utilisant des ingrédients locaux. C'est un plat à base de langoustine avec du piment rouge, du chorizo, du fruit de la passion et des tomates. Je travaille cette recette depuis quelques semaines. Elle est très appréciée. Nous la présentons comme un plat spécial sur le menu. J'ai choisi un whisky aux notes bien tourbées pour ce plat, car ça se marie bien avec le goût fumé du chorizo. J'utilise le whisky presque comme du vin dans ma cuisine. L'important est que tout s'harmonise au mieux. J'ai recours à différents types de whisky, pas seulement des single malt. Pour beaucoup de plats actuellement à la carte, on utilise des blends. Étant en Écosse, je trouve important d'introduire le whisky dans notre cuisine. Les gens n'en attendent pas moins. Et voilà les langoustines au chorizo, fruits de la passion et whisky. J'ai ajouté un peu de whisky à la fin pour donner une jolie petite touche finale. Formidable. Ça se marie divinement bien. Ce chorizo légèrement pimenté et fumé, avec la chair de langoustine tendre et douce. C'est délicieux, sans me vanter. La dernière étape du voyage d'Eugen le mène dans la zone industrielle de Glasgow. Un ami y stocke de vrais petits trésors réservés aux connaisseurs. David est un embouteilleur indépendant. Il achète des single casks, c'est-à-dire des fûts uniques, à des distilleries de renom et produit une gamme exclusive de single malt. J'ai là une petite bibliothèque d'échantillons de casques de ma propriété. Ils ne sont pas tous là car je n'ai pas le droit d'en conserver plus d'un certain nombre au même endroit. Et puis ça ne sert à rien d'amener un casque ici avant d'être prêt à le mettre en bouteille. Les grandes entreprises qui font des grands blends utilisent bon nombre de casques différents. Mais un embouteilleur indépendant ne mélange pas les casques. Il préfère les single malt, des maltes dont on pense qu'ils représentent bien la particularité de telle ou telle distillerie. Ce qu'on a ici, c'est un whisky qui provient d'un fût unique. Un whisky pur de la plus haute qualité. Ce fût va donner 460 bouteilles. Donc, seules 460 bouteilles auront ce goût-là. Et quand elles seront épuisées, il faudra se mettre en quête d'un autre fût. Les fûts de David valent une fortune. Seul, il ne pourrait pas les financer. C'est pourquoi il fait appel à des investisseurs. Si les fûts tiennent leurs promesses, les single casks peuvent rapporter gros. Il est de plus en plus difficile de trouver des vieux tonneaux, des tonneaux rares. Et la qualité des casques est en chute. Quand une industrie connaît un boom, la qualité chute. On n'utilise plus des bois assez bons. Or, le bois dont sont faits les fûts a une influence énorme sur le goût du whisky. Mais plus on produit de scotch, moins on trouve de bons bois pour la maturation. Et dans les 10 à 15 ou 20 prochaines années, cette qualité inférieure de bois va être de plus en plus commercialisée. Nous avons de la chance d'avoir encore un stock de fûts fabriqués il y a entre 10 et 20 ans, quand on avait à disposition des bois bien plus qualitatifs. Eugen, voilà le casque en question.
C'est un très vieux bois. Oui, un bois rare. C'est un vieux tonneau, petit et très sale, comme toujours. Je vois ça, oui. Il roule sur le sol, que veux-tu? Quel nez! C'est merveilleux. Génial. David, combien de litres il te reste? Dans les 185 litres, je crois. Donc, 245 bouteilles. Je peux t'en prendre la moitié? Oui, pourquoi pas. L'autre moitié ira sûrement en Extrême-Orient ou ailleurs. Et pour quel prix? D'abord, on se serre la main. Ensuite, on négocie, d'accord? D'accord. Pour Huygens, le whisky est bien plus qu'un spiritueux. C'est la quintessence de l'Écosse. Découvrir les lieux où il est distillé, en connaître l'histoire, c'est ce qu'il y a de plus beau dans son travail. De retour chez lui, Huygens parlera à ses clients des artisans passionnés qui font du whisky ce qu'il est, l'or liquide des Écossais.